Alors, me voilà donc dans un laboratoire de chimie avec un sarrau. Je vous explique pourquoi dans un instant. Ce qui semble caractériser notre époque, c'est la tendance à faire beaucoup de différences à fait qu'on ne faisait pas avant, de faire des distinctions, en somme, qu'on ne faisait pas auparavant. Comme par exemple dans des domaines qui nous paraissent aller de soi, comme le domaine privé, de la vie privée, si on veut, et de la vie publique. Hein. Si vous essayez de vous reporter très loin dans le passé, vous seriez surpris de voir comment les gens, par exemple un paysan du Moyen Âge, vivait avec sa famille dans une maison, dans une espèce de promiscuité qui nous paraîtrait tout à fait effarante. Hein. C'est des maisons qui ne comportaient pas de cloisons, où parents et enfants couchaient ensemble dans le même espace. Même chose, en fait, sur les bateaux, par exemple, au 17e siècle, quand les gens traversaient l'Atlantique, les marins couchaient sur le pont. Ils n'avaient pas véritablement de chambre à eux ou d'espace privé. Hein. Cette distinction-là, en somme, n'était pas faite. Même chose dans des domaines aussi clairs pour nous maintenant, comme le religieux et le profane. Hein. Pour un paysan médiéval, tout est religieux et tout est profane en même temps. C'est-à-dire que toute sa vie est, en somme, conduite à travers, on pourrait dire, presque un rituel ou une liturgie. Alors, notre époque moderne, au contraire, fait ces distinctions-là de plus en plus, et c'est ce qui la caractérise d'une certaine façon. Or, s'il est un domaine où cette tendance à distinguer, à analyser, a été rentable, c'est le domaine des sciences. Hein. Quand reportez-vous, disons, à la science des Grecs ou des Romains qui ne distinguaient guère que 4 éléments, hein, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et au contraire, en fait, si on pense aujourd'hui, en fait, j'ai derrière moi la table périodique des éléments telle qu'on l'a définie en chimie aujourd'hui, et on voit tout de suite, enfin, l'espèce d'impact que la science moderne a sur la nature, et sans comparaison, évidemment, avec ce qu'on pouvait faire dans le passé. Et cette prise analytique sur la nature, sur le réel, si on veut, et se traduit immédiatement, enfin, par des découvertes scientifiques importantes, des découvertes technologiques, à la fois, enfin, qui peuvent nous paraître parfois même ambiguës, dangereuses, enfin, je pense au nucléaire, entre autres. Mais de toute façon, enfin, cette tendance à différencier, à distinguer est caractéristique dans notre époque. Or, ce qui est vrai en science, ce qui est vrai dans les domaines, je dirais, de la vie courante, l'est aussi en art et spécifiquement en peinture. Au fond, la grande question que la peinture moderne s'est posée, c'est celle de savoir qu'est-ce qui est spécifique au médium d'expression qu'on appelle la peinture. Qu'est-ce qui le distingue de tous les autres médiums connus? Hein? Et les deux peintres qui, au début de l'ère moderne, si on veut, ont posé de façon la plus aiguë cette question, sont ceux que nous allons voir aujourd'hui, Georges Seurat et Paul Cézanne. Avec leur préoccupation du symbole, Gauguin et Van Gogh tournaient le dos à la modernité, avons-nous dit. Avec les peintres, au contraire, que nous allons aborder aujourd'hui, Seurat et Cézanne, vous allez voir qu'on y fait face, au contraire, complètement. La question, en somme, de la différenciation du médium à peindre par rapport à tous les autres moyens d'expression va préoccuper énormément à la fois et Seurat et Cézanne. Et ils vont arriver l'un et l'autre à des réponses quelque peu différentes à cette question. Qu'est-ce qui fait, en somme, une peinture? Qu'est-ce qui la définit dans son essence? Qu'est-ce qui fait que ce moyen d'expression est différent de tous les autres? Vous allez voir que la réponse que Seurat va proposer, c'est essentiellement la tache, j'allais dire la trace laissée par le pinceau sur la toile. Alors que la réponse de Cézanne va être un petit peu plus subtile, si on veut. Il va penser au contraire que c'est la surface picturale elle-même qui donne la clé, en somme, de l'essence du médium à peindre. Alors, nous allons commencer par Seurat et par son tableau très célèbre, dont j'ai une reproduction ici à côté de moi. À un moment où, disons, on avait beaucoup de goût pour des esquisses rapides, pour des tableaux faits en très, très peu de temps,
On pourrait dire que Seurat nous propose au contraire un travail qui a été fait sur une très longue période. En son dimanche après-midi à la Grande Jatte a été un tableau qui lui a pris au moins 2 ans à produire. Hein. Et non seulement le tableau lui-même a pris beaucoup de temps à être fait, mais il a été précédé par une multitude de croquis et d'esquisses préparatoires. On en compte jusqu'à 70, que d'ailleurs Seurat lui-même classait en différentes catégories. Il y avait d'abord les dessins faits au crayon compté, et ces dessins, en général, reproduisent un aspect, afin qu'on va retrouver dans le tableau, mais évidemment, ils traitent ce motif sans intervention de la couleur, j'allais dire en se fiant simplement à des variations tonales, c'est-à-dire des variations qui iraient du noir au blanc en passant par tous les gris, par tous les intermédiaires de gris. Hein. Alors, comme par exemple, enfin, disons, le petit personnage qui regarde le fleuve près de l'arbre a fait l'objet d'un croquis préparatoire. Les 2 grands personnages au parasol qui sont sur la droite du tableau terminé ont également fait l'objet de ce genre de croquis au crayon compté. La deuxième catégorie d'esquisses préparatoires qu'a fait Seurat, c'est ce qu'il appelait des croquetons, c'est-à-dire des petits croquis, des petites esquisses, des pochades, si on veut, faites d'ailleurs tout à peu près dans la même dimension tout le temps, et qui traitent, alors là, au contraire, vraiment de la couleur, c'est-à-dire l'aspect plus coloré du tableau. Alors, vous avez, par exemple, en somme, les 2 petites filles qui sont près du couple important ont fait l'objet, comme ça, d'une petite étude préparatoire. Même très curieusement, parfois, on a l'impression qu'il a attaché plus d'importance encore à l'espace qui est entre les personnages qu'aux personnages eux-mêmes. Hein. Il a fait également une esquisse colorée dans laquelle on trouve les grands personnages et les 2 petites filles, comme ça, vues d'un autre angle. Chacune de ces esquisses, d'ailleurs, est retenue, je dirais, d'une certaine façon dans le tableau terminé, d'une manière ou d'une autre. Mais elle n'est jamais, évidemment, copiée telle qu'elle dans le tableau. Et finalement, 3e catégorie, si vous voulez, d'études préparatoires, c'est des grandes études qui comprenaient, en somme, tout le tableau, l'ensemble du tableau. On en connaît jusqu'à 3. Et il y en a une, on sent des variations, si vous voulez, de luminosité de l'une à l'autre, et on peut les comparer comme ça, l'une à l'autre. Alors, si je reviens maintenant au tableau lui-même, au tableau terminé, si on veut, ce qui est frappant, évidemment, à première vue dans les tableaux de Seurat, c'est ce qu'on a appelé le pointillisme, hein, c'est-à-dire cette espèce de façon de traiter toute la surface picturale par toute une série de petits points colorés, juxtaposés les uns à côté des autres. Hein. On pourrait parler d'un divisionnisme de la touche qu'on avait déjà chez les impressionnistes, mais là, porté, disons, systématisé, porté à un point tel que ça devient presque comme un système. Hein. Si on approche de très près du tableau, on voit assez bien, en somme, tout ce travail j'allais dire presque de broderie, en fait, de petites touches comme ça, et on a appelé un pointillisme, justement, le mouvement que Seurat a créé à cause de cette technique. On a dit que ce que Seurat voulait faire comme effet, c'est que l'œil étant confronté à toute cette série de petits points, aurait en fait reconstitué des tout colorés. Hein? C'est-à-dire qu'en plissant de l'œil un peu, si vous voulez, on aurait oublié un peu tout ce pointillisme pour retrouver des masses colorées. Or, je pense que rien n'est moins près de l'expérience de Seurat que cette façon de voir son tableau. C'est ce que j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail en ce moment. Vous voyez, en disant qu'on pouvait comme ça, d'une certaine façon, recomposer les couleurs en les regardant un peu de loin, en réalité, ça ne correspond pas bien à l'expérience concrète du tableau. Parce que si vous voulez avoir cet effet, il faut vous situer tellement loin du tableau que vous en perdez même la possibilité de lecture du sujet. Au contraire, si vous êtes capable de lire le sujet, c'est parce que vous êtes capable aussi de voir les petits points. Aussi bien les points, ou la tache colorée, si on veut, constituent l'unité perceptive importante du tableau dans le Seurat. Seurat n'est pas, comme un peintre impressionniste, en train de chercher à noter des sensations. Il a trouvé l'unité de base qui devient l'objet de la sensation. Comprenez, ce n'est plus donc quelqu'un qui est en train de reconstituer un peu comment on voit le monde, mais il est en train de le faire, ce monde, d'une certaine façon, et il nous présente un espèce de nouveau spectacle. Ce que Seurat a fait, en réalité, c'est qu'il a composé des couleurs à partir des tons. Il est parti, si vous voulez, des couleurs primaires.
Et là-dessus, permettez-moi de faire un petit excursus, c'est-à-dire vous avez dû apprendre comme moi que les couleurs primaires étaient le jaune, le rouge et le bleu. Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, on sait maintenant que les couleurs primaires, si on les prend au niveau optique, c'est-à-dire si on les prend un peu comme de la couleur lumière, sont en réalité au nombre de 6. Hein. On aurait donc le rouge orangé, le vert, le bleu, le cyan, le magenta et le jaune. Et c'est avec ces 6 couleurs, qui sont en fait les couleurs du spectre solaire aussi, qu'on arrive à recomposer toutes les autres couleurs. Hein. Et ce que Seurat va faire, justement, c'est de jouer avec cette gamme colorée, si on veut, pour constituer toute une série de couleurs. Et alors, les couleurs peuvent s'additionner de 2 façons, si vous voulez. Ils peuvent s'additionner en lumière, j'allais dire. Et si vous lisez mon schéma à l'horizontale, vous allez voir que si vous ajoutez du cyan, du magenta et du jaune, vous obtiendrez du noir. Mais ça, évidemment, c'est que si vous ajoutiez des lumières, et au contraire, si vous ajoutez les 3 autres couleurs, vous obtiendrez du blanc. Mais si au contraire, au lieu de travailler de façon optique, vous travaillez vraiment avec de la matière chimique, comme par exemple, enfin, si vous travaillez avec de la peinture à l'huile, là, au contraire, ce qu'on obtient en combinant les couleurs dites complémentaires, c'est-à-dire celles qui sont situées en haut de mon schéma et celles qu'on retrouve en bas, si vous les combinez ensemble, vous allez voir qu'on obtient au contraire ce qu'on pourrait appeler des espèces de gris ou de couleurs tertiaires. Si, par exemple, je prends un vert clair de cette façon-là, et j'essaie de le mêler avec un magenta, disons un violet. Hein? Ici, je ferai le magenta à côté. Alors, si vous mêlez ces 2 couleurs-là ensemble, vous obtenez une espèce de brunâtre, c'est-à-dire, au fond, un gris, hein? Une couleur intermédiaire, une couleur tertiaire qui est un gris. Hein? Alors, ce que Seurat tente de faire, autrement dit, en juxtaposant comme ça des points, c'est de retrouver un petit peu la qualité des mélanges optiques. Hein? Parce que quand vous combinez des couleurs chimiques, c'est-à-dire vraiment les pigments, comme je viens de le faire sur la toile, là, vous neutralisez les couleurs. C'est comme si vous retiriez, vous soustrayez ensemble de la lumière, puis vous aboutissez à la fin, idéalement, à une espèce de noir ou de gris foncé. Mais si, au contraire, vous juxtaposez les couleurs, comme par exemple, et surtout si vous juxtaposez des complémentaires, comme par exemple si je rapproche un rouge orangé avec un cyan, là, non seulement je n'obtiens pas de gris, mais j'obtiens, j'allais dire, encore plus d'éclat d'une couleur. Par le simple rapprochement des 2 couleurs, ils deviennent encore beaucoup plus éclatantes que s'il s'agissait simplement de les mêler. Même chose, par exemple, si vous voulez, entre le violet et le cyan. Enfin, toutes les couleurs que vous pourriez combiner de cette façon-là prennent encore plus d'éclat, enfin, dans ce contexte-là. Alors, un peu comme dans les tableaux de Seurat, la juxtaposition des taches leur donne, un peu, on pourrait dire, encore plus d'éclat à la couleur. Alors, c'est presque une façon, j'allais dire, scientifique de procéder. D'ailleurs, Seurat ne s'en cachait pas. Il prétendait justement qu'il voulait faire presque, non pas de la poésie, mais plutôt une espèce de science de la peinture. Vous savez, c'était un personnage qui venait d'une famille assez humble. Son père était un petit fonctionnaire qui n'avait pas pu l'aider financièrement. Et pour Seurat, d'ailleurs, l'art est presque une vocation. C'est quelque chose de très sérieux qu'il faut aborder presque avec un esprit scientifique. Hein. Alors donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu toute cette analyse des couleurs et ces recherches ensemble sur les effets colorés. Alors ça, c'est un aspect évidemment très important dans la peinture de Seurat. Mais il y en a un autre qui l'est aussi et qui va nécessiter au contraire que nous retournions au tableau de la Grande Jatte. Et c'est son côté, j'allais dire, tout à fait architectonique, son côté très construit. Comment, en fait, tout dans ce tableau est fait de rapports de courbes et de droites qui se retrouvent. Et alors, je vous les fais voir un petit peu, tout simplement. Par exemple, vous retrouvez les courbes du dos et du buste de la femme au parasol, à droite, dans la jeune fille sans chapeau qui regarde des fleurs au centre avec sa compagne. Hein? Par ailleurs, le parapluie de celle-ci touche en un point seulement la jupe de la mère accompagnée de sa petite fille au centre. Hein? On retrouve les mêmes courbes dans la jeune fille en train de faire de la pêche à la ligne à l'extrême gauche du tableau. Plus loin, on retrouve une jeune fille dont le parasol touche presque l'arbre, un peu comme celui de la jeune fille au chapeau touchait la jupe de la mère. La courbe des parasols est reprise dans la queue du chien au premier plan. Le tronc de l'arbre à gauche aboutit sur le haut de forme du personnage.
en tout cas, etc., etc. Plus vous regardez le tableau, plus vous retrouvez ensemble de ces combinaisons, de ces possibilités, enfin, de dialogue de lignes et de courbes. Et ça, c'est un caractère qui est propre à Seurat, c'est-à-dire l'idée que le tableau est non seulement, disons, une espèce d'analyse de la couleur, la révélation de la tache comme élément structurant du tableau, mais c'est aussi une construction, j'allais dire, classique, architectonique, ou tout fait de courbes et de droites comme ça qui se répondent les unes aux autres. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on ne retrouve pas, finalement, ce côté construit, ce côté très contrôlé du tableau, chez les disciples de Seurat. En général, ils n'ont retenu que le pointillisme. Ils n'en ont d'ailleurs pas toujours compris la fonction. Et par exemple, dans ce tableau de Signac, enfin, qui s'appelle La salle à manger, vous auriez un peintre qui, en toute fin pratique, travaille sur un sujet un peu comme les peintres impressionnistes l'auraient fait, sauf qu'il utilise la façon, le maniérisme de Seurat, c'est-à-dire le pointillisme. Hein. Et la preuve de ça, qu'il a voulu en fait plutôt noter des sensations que de créer des sensations à partir des points colorés, c'est, je la trouve, en fait, cette preuve-là, dans un tout petit détail de ce tableau. Si vous allez sur la table et vous regardez, il y a une espèce de petite boîte d'allumettes. Et autour de la boîte d'allumettes, si vous regardez attentivement, vous allez trouver qu'il y a des espèces de bandes de lumière, j'allais dire. Dans les surfaces foncées, vous avez une ligne qui est encore plus foncée, et dans les surfaces claires, vous avez une ligne qui est encore plus claire. Or, ce phénomène-là, il est bien attesté par les psychologues de la perception. C'est ce qu'on appelle les bandes de Mach, de Ernst Mach, qui est le psychologue de la perception autrichien qui avait découvert, qui avait le premier qui avait remarqué ce phénomène. Et autrement dit, Signac, là, ne fait que noter très précisément, enfin, un phénomène optique qui est courant, qu'on peut constater soi-même. Vous pourrez vous amuser à regarder l'ombre portée d'une boîte d'allumettes sous un seul éclairage et vous verrez très bien, enfin, ces bandes de Mach apparaître. C'est d'ailleurs, Mach croyait que c'est l'origine de notre perception des contours. Il se demandait, il dit, comment ça se fait qu'on arrive à lire très bien des êtres qui nous sont présentés uniquement par des lignes, par des contours. Alors, il dit, mais c'est ça, ça a un fondement dans la perception humaine, c'est que quand on voit deux surfaces, une foncée et une pâle côte à côte, on voit ces bandes, en fait, ces lignes, en somme, brillantes ou sombres, qui se juxtaposent comme ça à la limite des deux surfaces. Paul Cézanne n'avait certainement pas les prétentions scientifiques de Seurat. Il a procédé de façon plus intuitive, mais il n'en a pas moins posé des questions fondamentales de la même manière que Seurat. Il est arrivé à des réponses différentes. Hein. Pour lui, l'élément essentiel du tableau, c'est finalement la surface. Hein. C'est moins la tache colorée que la surface. Cézanne est connu pour ses natures mortes. Hein. Et évidemment, c'est un genre qui porte beaucoup à l'exploration, j'allais dire, du langage plastique comme tel, parce que le sujet paraît un peu neutre. Je voudrais juste faire un petit excursus historique sur la nature morte, son origine et son développement, pour essayer de voir où Cézanne se situe exactement dans cette histoire, si vous voulez, de la nature morte. On fait remonter l'origine de la nature morte à ce genre tout particulier de la Renaissance qu'on appelait les intarsia. Hein, ou intarsiers, plus exactement. L'intarsia, c'est une sorte de marqueterie faite avec des petits bouts de bois colorés qui étaient collés ensemble et à partir duquel on essayait de composer, en somme, une image qui donnerait une représentation très, très vive de la réalité en respectant en particulier toutes les lois de la perspective. Le grand maître de l'intarsia à la Renaissance a été Fra Giovanni de Verona, qui en a fait, en somme, tout à fait, des exemples tout à fait étonnants. Hein. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, il s'agit en somme d'une espèce de placard dans lequel on trouve tout à fait en haut ce qu'on appelait une forme géométrique, une espèce de polyèdre à 72 côtés. Donc, ça devait être très difficile à faire à partir de ces petits éléments de bois colorés, et qui est ce qu'on appelle un solide platonicien. C'est-à-dire que Platon avait imaginé, je pense que c'est dans le Timée qu'il explique ça, que le monde était fait d'atomes, mais que ces atomes n'avaient pas tous la même forme, et que certains des atomes avaient la forme d'une petite pyramide, d'autres d'un cube, l'autre d'une sphère, et qu'en somme, la combinaison de tous ces éléments finissait par donner le monde tel qu'on le voit.
Et cette espèce de théorie atomique un peu spéciale était très prisée, évidemment, à la Renaissance. Les gens étaient souvent néo-platoniciens, d'ailleurs, et ils s'intéressaient à ces théories-là. Et ils avaient fini par, enfin, souvent représenter ces solides platoniciens comme ça dans leurs œuvres. Le solide ici, à 72 côtés, représenterait l'architecture. Hein? Et alors, plus au centre de sa composition, de Verona aurait placé les instruments du peintre, c'est-à-dire un peu un équerre, des compas, des pinceaux, des choses comme ça. Et finalement, en bas, une espèce d'anneau qu'on appelle le mazzocchio et qui avait la réputation d'être spécialement difficile à faire en perspective. Hein? Alors, en somme, ce que Giovanni de Verona avait représenté, c'est un peu le but de la peinture, en fait, cette espèce de polyèdre compliqué à 70 côtés, et par ailleurs, les moyens pour y arriver avec les instruments du peintre. Hein. Alors, cette façon de concevoir la nature morte, on pourrait dire que c'est une façon quasi uniquement contemplative, c'est-à-dire on voit simplement des objets qui sont curieux, intéressants à regarder, et sans trop de messages. Vous comprenez bien qu'on ne s'en tiendra pas beaucoup à ça. On va en vouloir, au contraire, donner une dimension symbolique à la nature morte. Et avec Zurbaran, qui était marqué par ce courant de pensée qui s'appelait le quiétisme, il y a certainement dans cette nature morte une tentation, enfin, de vraiment symboliser quelque chose. Le symbole qui serait visé ici, c'est que la tradition quiétiste comparait un peu les âmes des gens à des vases ouverts qui attendaient la grâce de Dieu, et on parlait de quiétisme justement parce qu'on voulait décourager l'action, l'agitation trop grande. L'âme pieuse, c'est celle qui attend la grâce, c'est pas celle qui provoque par son travail les grâces de Dieu. Alors donc, les gens sont un peu comme des vases, juxtaposés les uns à côté des autres, un peu différents chacun, mais ils sont tous là ouverts vers cette lumière qui va tomber sur eux. Hein. Alors là, vous aviez une conception, en somme, de la nature morte un peu comme symbolique. La grande type de nature morte dans ce genre-là, ça va être certainement les vanitas. Hein, les vanitas avec un crâne, avec un sablier, des montres ou des choses comme ça. Enfin, tout autant de suggestions symboliques du passage du temps. Hein. Et alors, le message de la vanitas, c'est toujours de dire, ben, profitez de la vie maintenant pour préparer votre au-delà, parce que le temps passe vite, vous allez vous retrouver devant la mort, et là, il sera trop tard, évidemment, pour choisir. Hein. Avec Chardin, on a une espèce de réaction, j'allais dire, de santé en face de ces vanitas, c'est-à-dire que Chardin revient vraiment à une attitude beaucoup plus réaliste. Enfin, on représente les choses telles qu'elles sont. Il nous donne presque envie de manger ce qui se trouve là, c'est-à-dire on voit presque une recette de cuisine avec tous les éléments qui vont entrer dans la composition d'un plat un peu plus compliqué. Hein. Alors, vous voyez donc cette espèce d'évolution de la nature morte. Si on posait le problème, où se situe Cézanne là-dedans? Bien, une chose certaine, c'est que Cézanne n'est pas du tout intéressé par le côté symbolique. Hein? Il laisse tomber ça complètement. Et d'ailleurs, même, on pourrait dire qu'il n'est pas intéressé non plus par l'aspect réaliste qui avait retenu Chardin, parce que ces natures mortes sont incomestibles, j'allais dire. Il juxtapose des fruits avec du lait, avec des bouteilles de vin, ou des oignons avec des bouteilles de vin, ou des choses comme ça, des choses qui ne font pas de sens au point de vue de la cuisine et qui sont là simplement pour leur qualité esthétique. Hein. La nature morte de Cézanne est essentiellement une nature morte donnée à notre contemplation, et on pourrait dire donc d'une certaine façon qu'avec Cézanne, on retourne à l'origine même de la nature morte. C'est le même type d'attitude contemplative de beaux objets qui nous est recommandé. Hein. Maintenant, alors, si on aborde plus en détail une nature morte en particulier de Cézanne, vous allez voir qu'elle donne lieu à toute une exploration, en somme, de l'espace et surtout de cette affirmation de la surface dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans cette nature morte qui est conservée au musée de l'Ermitage à Leningrad, tout d'abord, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur cette attitude que Cézanne nous impose par la façon dont il dispose son sujet ou son motif. Cette attitude de contemplation à distance, si on veut. Et ça, très concrètement, c'est fait dans le tableau par la présence d'un plan du rebord de la table, qui comporte même ici un tiroir, ensuite, donc, on pourrait tirer vers nous, et qu'on a appelé souvent le plan repoussoir, parce qu'il repousse le spectateur à bonne distance du motif. En tout cas, assez loin pour qu'il soit simplement un sujet de contemplation
et non pas qu'on ait la tentation d'allonger la main pour prendre les fruits ou le pichet ou le sucrier qui se trouve sur la table. Alors ça, dès d'entrée de jeu, j'allais dire, Cézanne crée cette distance entre son motif et le spectateur et lui impose donc cette attitude de contemplation esthétique d'objets. Deuxième élément, alors, qui est à remarquer, c'est la façon dont la table est traitée. On a dit qu'elle est très fortement rabattue dans le plan du tableau. Voyez-vous, le rabattement, de quoi s'agit-il? En fait, c'est assez simple à démontrer. Vous prenez une feuille pliée et si vous la disposez comme ça, d'une certaine façon, vous auriez l'illusion qu'on aurait d'une perspective, d'une table en perspective. Mais si je veux la rabattre dans le plan du tableau, il faudrait, disons, à la limite, que je la mette presque à la verticale. Alors, ce que fait Cézanne, en fait, c'est une espèce de compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'il la penche avec un angle assez fort, tellement qu'on a dit que s'il y avait de véritables fruits qui étaient posés sur ce plan incliné, ils auraient tendance à tomber et à ne pas rester sur la table. Hein. Rabattement, donc, dans le plan du tableau. Pourquoi cette liberté que prend Cézanne avec la perspective? C'est d'une certaine façon pour chercher une espèce de compromis entre la surface plane du tableau, c'est-à-dire la surface même sur laquelle il peint, qui est une surface plane, hein, unie, bidimensionnelle, et par ailleurs, la tridimensionnalité qui est donnée dans la réalité et qui, en général, était traitée par les lois de la perspective. C'est comme s'il cherchait un compromis entre ces deux systèmes de perception, celui qui est en perspective, puis au contraire, celui qui affirmerait de façon très nette la surface picturale. Et donc, on pourrait dire que Cézanne indexe la surface de cette façon-là. Il utilise le rabattement comme un moyen, disons, de pointer du doigt, c'est pour ça que je dis indexe, le côté bidimensionnel de la surface picturale, son côté sans profondeur, si on veut, sans suggestion d'espace, son côté affirmation d'une surface comme telle. Hein. Et finalement, dans le fond de la composition, là, on pourrait dire qu'il crée une espèce de zone d'ambiguïté qui est très difficile à lire. On ne voit pas bien, disons, l'articulation du mur et du plancher. On suppose qu'il doit être là, en particulier à cause de cette bande noire diagonale qui traverse toute la composition. Et elle est, si vous voulez, elle peut être lue de deux façons. Ça peut être vu comme une espèce de plainte qui est au bas du mur, ou au contraire, comme le rebord d'un tapis qui serait sur le plancher. Mais on n'a aucun indice, disons, clair pour décider d'une lecture ou de l'autre. Autrement dit, dans cette partie-là du tableau, Cézanne réduit, j'allais dire, à presque rien, les indices de spatialisation. Hein. C'est-à-dire les indices qui nous permettraient, nous, de lire dans l'espace ce qui nous est donné à voir sur le tableau. Hein. Un des indices les plus importants de spatialisation, c'est l'interposition. Par exemple, si j'ai une feuille entre vous et moi, bien, je crée un champ d'espace, un champ de profondeur, parce que là, vous lisez évidemment qu'ici, il y a un espace, là, il y a cette feuille, puis il y a moi derrière. Et cette tendance, disons, à lire en interposition, de lire ça en espace, de lire ça en profondeur est tellement forte qu'on peut imaginer, disons, un truc de perception ou une espèce d'illusion d'optique, si on veut, qui joue là-dessus, hein, qui travaille là-dessus. Par exemple, ici, il paraît très évident que le carré rouge est devant le cercle vert et que moi, je suis derrière, alors qu'en réalité, vous voyez, c'est juste une illusion, c'est-à-dire que, en fait, le cercle vert n'est qu'un élément comme ça qu'on a taillé et qu'on a mis devant. Mais la façon de lire est tellement spontanée qu'on n'arrive pas, au fond, à les lire autrement qu'en interposition et à imaginer justement qu'elle suggère un espace. Hein. C'est disons, une des dimensions tout à fait importante, enfin, ou j'allais dire presque de notre biologie oculaire. Notre œil est organisé comme ça, et c'est pour ça qu'on fonctionne si spontanément de cette façon-là. Dans le cas du Cézanne, ces indices d'interposition étant enlevés, eh bien, on est devant, je vous disais, une situation ambiguë. On ne voit pas bien comment le mur et le plancher s'articulent. Et alors donc, là aussi, en diminuant les indices de spatialisation, Cézanne se trouve à faire, en réalité, encore là, affirmer la surface. Hein. Comme on ne peut plus la lire beaucoup en profondeur, on a tendance à la lire comme une série de motifs qui ornent une surface. Hein. Autre phénomène, en fait, qui est intéressant à remarquer aussi dans le Cézanne, c'est, si vous regardez attentivement un peu, les rebords de la table, vraiment le rebord ultime de la table, pas l'endroit où se trouve
le tiroir, mais vraiment ce qui est de chaque côté de la nappe qui retombe comme ça vers nous. Et si vous essayez de suivre des yeux, enfin à première vue, on dit, bon, c'est ça, c'est le bord de la table, il n'y a pas de problème. Mais si vous le suivez un petit peu attentivement des yeux, vous allez voir qu'ils ne sont pas vraiment dans le prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire que celui de gauche monte un peu vers le centre et celui de droite fait le même mouvement, mais ils ne se rejoignent pas au même angle. Hein? Comme si Cézanne avait peint d'abord avec son œil gauche, en voyant ce qu'on voit par l'œil gauche, puis ensuite avec son œil droit, en regardant exactement ce qu'on voit à l'œil droit, et sans trop se soucier comment ces deux images, faites avec un œil puis avec l'autre, se raccordent finalement. Hein? Et en réalité, il faisait allusion là aussi à une dimension de notre appareil optique, c'est-à-dire le fait qu'on peut parler d'une disparité rétinienne. Hein? Nos deux yeux ne sont pas exactement situés au même endroit. Dieu merci, on sera des cyclopes. Mais on a, disons, une distance entre les deux yeux. Et ça veut dire que, donc, une image qui est perçue par l'œil gauche, puis une image qui est perçue par l'œil droit, ne coïncident pas exactement. Hein? C'est comme s'il y avait une légère différence d'angle, et c'est grâce à cette disparité rétinienne, d'ailleurs, qu'on a une très forte impression d'espace tridimensionnel quand on regarde dans la nature. Hein? C'est parce que les deux images ne coïncident pas. D'ailleurs, il y a un petit instrument que vous connaissez peut-être qui s'appelle le stéréoscope qui permet précisément de faire ça. Si je prends deux photos avec des angles légèrement différents, que je les mets côte à côte comme ça sur le sol et que je les regarde à travers un stéréoscope, le stéréoscope refait la convergence des rayons lumineux et me permet de superposer, si vous voulez, mes deux images et me donne une impression de profondeur très, très forte. Hein? Alors, en dissociant ces rebords de table, Cézanne se trouve, je dirais, à défaire l'effet stéréoscopique. Il l'analyse, en somme. Hein? Il vous donne vraiment les deux images côte à côte qu'on aurait dans un stéréoscope en les divisant. Mais comme la stéréoscopie est une des façons les plus fortes pour obtenir aussi une impression très forte de trois dimensions, de profondeur, on peut dire qu'en défaisant ça aussi, Cézanne se met à nier la profondeur, en tout cas, de toute manière, à essayer de la contourner de quelque façon. Et j'allais dire finalement, une dernière façon pour Cézanne de signifier cela, c'est dans son tableau d'aligner tout à fait dans le plan du tableau les anses à la fois du sucrier et du pichet qui ne sont pas vraiment traités en perspective, mais ils sont comme parallèles au fond du tableau. D'ailleurs, même l'ouverture du pichet est beaucoup trop forte, enfin trop penchée vers nous et trop rabattue vers nous pour être encore là conforme aux lois de la perspective. Elle affirme encore aussi là une espèce de plan qui est parallèle au tableau, hein, comme l'assiette, enfin, comme beaucoup d'autres éléments du tableau. Je n'ai pas d'ailleurs la prétention d'épuiser toutes les inventions optiques de ce tableau de Cézanne. D'ailleurs, Cézanne, plus vous le regardez, plus vous trouvez comme ça d'inventions optiques. Hein. On peut vérifier ce que je viens d'avancer dans un autre exemple, enfin une autre nature morte qui est très célèbre et qui est celle-là est conservée au Louvre et qui s'appelle enfin la nature morte aux oignons en général, enfin on la désigne comme ça à cause de son sujet. Et les oignons, d'ailleurs, pour Cézanne, c'était un motif formidable parce qu'ils germaient avec le temps. En tout cas, il a dû les regarder très, très longtemps parce qu'ils ont tous des grandes queues comme ça qui s'en vont dans tous les sens. Hein. Alors, vous retrouvez les éléments dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, le plan repoussoir au premier plan, qui est très net, puisque le rebord de la table apparaît très clairement et donc pousse le spectateur. Vous avez aussi, alors, des deux côtés, non plus maintenant d'une nappe, mais plutôt du couteau là, qui s'avance vers nous. Vous avez aussi les rebords de table qui ne sont pas exactement l'un vis-à-vis de l'autre. Là, j'avoue que l'effet est très subtil. Enfin, il faut vraiment y faire beaucoup attention. Si vous suivez la ligne supérieure à gauche là, du rebord de la table, vous allez voir qu'elle n'est pas vraiment vis-à-vis de la suite là, qui serait de l'autre côté du couteau. Enfin, on pourrait, dans ce cas-là, évidemment, comme il se donnait très, très peu d'espace pour cacher cet effet-là, il n'y avait pas la nappe est reportée sur le côté. Alors là, on peut dire que c'est vraiment réduit au minimum. Le rabattement de la table aussi est assez sensible. Hein? On a l'impression que les légumes ou la bouteille et le verre s'en viennent vers nous. Et finalement, les indices de spatialisation dans le fond du tableau sont vraiment réduits au minimum. C'est-à-dire, si on n'avait pas ce petit motif en bas à droite qui, encore là, marque ou une plainte ou le rebord d'un tapis, on pourrait même penser que la nature morte est située dans un extérieur. Hein. Le bleu du fond peut faire penser à un extérieur. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention sur un fait nouveau ici dans cette nature morte, c'est la façon dont Cézanne a traité les contours. Hein.
Il disait d'ailleurs, les contours m'échappent, hein, comme si les contours des objets posaient un problème particulier. Hein. Il y a en effet deux façons de concevoir un contour. Vous pouvez imaginer un contour comme la limite d'un volume, hein, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, une pomme ou un oignon, et alors, ce qui est le contour, c'est simplement l'endroit où cet objet arrête, enfin, n'est plus visible. Donc, la limite d'un volume. Par ailleurs, vous pouvez concevoir le contour, au contraire, comme un cerne noir entourant un objet. Hein, c'est d'ailleurs très souvent comme ça qu'on le dessine, hein, très spontanément. Et ces deux façons de voir sont contradictoires, c'est-à-dire c'est difficile il faut choisir un peu entre les deux. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que Cézanne ne choisit pas, il choisit un compromis entre les deux. Si vous remarquez, par exemple, le rebord du verre dans son tableau, ou même la façon dont la bouteille est déhanchée aussi, certains contours aussi autour des oignons, vous allez voir que la solution qu'il a adoptée, c'est ce qu'on pourrait appeler celle du contour ouvert. C'est-à-dire le contour est bien marqué par un cerne, mais le cerne n'est pas complet. Il y a des bouts qui sont laissés ouverts, si bien qu'on a l'impression justement que la couleur intérieure aux objets a tendance, j'allais dire, presque à se diluer vers l'extérieur, un peu comme une fuite d'eau hein, qui s'en irait. C'est très sensible, en particulier dans le verre qui est au milieu de cette composition. Hein. Il se continue presque dans le fond du tableau. Il est difficile à détacher du fond du tableau. Et alors, donc, cette solution de compromis, là encore, à quoi sert-elle? Vous voyez, si vous voyez le contour juste comme la limite d'un objet, vous affirmez essentiellement un volume dans un espace tridimensionnel. Si vous le voyez, au contraire, uniquement comme un cerne qui entoure un objet, bien là, vous le voyez comme très à plat. Enfin, il n'y a plus de suggestion de volume. Au contraire, c'est simplement comme une écriture ou un graphisme sur un fond, et ça affirme en même temps, évidemment, le fond d'une façon très, très forte. En prenant une solution de compromis, disons, d'une part, Cézanne fait hommage à la réalité qui est tridimensionnelle et d'autre part, il nous rappelle que cette réalité-là, dans son tableau, est une réalité peinte sur une surface et il affirme aussi la surface. Autrement dit, on arrive à un compromis un peu analogue à celui du rabattement de la table. Hein. C'est un peu la même chose. C'est de même que la table est rabattue à peu près à la verticale dans le tableau pour montrer justement que le tableau est aussi une surface verticale et en plus, bien, rendre hommage quand même à la réalité qui est tridimensionnelle, la placer quand même dans un angle qui ne soit pas trop rabattu. Et c'est un peu le même type d'option. Hein. Même la façon dont la couleur est appliquée sur les objets dans la nature morte est aussi remarquable. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter ces pommes d'une façon, j'allais dire, très continue, avec un modelé très, très régulier, Cézanne a tendance à les traiter un peu en facettes, hein, comme si elles étaient faites comme une espèce d'octaèdre compliqué, avec plusieurs petites facettes, et de manière à donner presque, j'allais dire, de l'individualité à chaque angle de vision de l'objet, de la pomme, enfin, par lequel, par exemple, qu'il essaie de représenter à ce moment-là. Hein. Alors, là aussi, donc, toute une autre série de stratégies pour à la fois respecter la nature, mais en même temps affirmer la surface picturale. Hein. Troisième exemple, troisième nature morte en même temps, dans lequel on retrouve alors beaucoup d'éléments que nous venons de signaler, c'est-à-dire là aussi le rebord de la table est très dissocié. Enfin, je pense que ça ne prend pas beaucoup d'attention pour le voir. Si vous suivez de gauche à droite jusqu'à l'interruption de la nappe qui retombe au premier plan, puis ensuite, si vous reprenez à l'autre bout, vous allez voir encore là que les deux rebords de table ne se recoupent pas et donc retiennent cette espèce d'effet stéréoscopique que je mentionnais plus tôt. Et vous avez ensuite, disons, le plan rabattu de la table, encore une fois. Ce qui est nouveau ici, c'est, j'allais dire, le problème du champ de la profondeur de ce tableau. Jusqu'à présent, les motifs de Cézanne que je vous ai montrés étaient relativement simples. Enfin, il s'agissait d'une table avec des objets devant un fond. Mais là, dans le fond, il se passe des choses. Il y a un meuble, il y a on ne sait pas trop, peut-être des livres sur le meuble, il y a un rideau qui est pendu aussi, etc. Si vous faites, par exemple, abstraction complète du rideau, hein, si vous le faites disparaître par l'imagination, là, le fond devient tout à coup beaucoup plus lointain. Et là, on comprend qu'un des rôles du rideau, c'est en réalité, j'allais dire, d'enfermer la composition
dans la surface. Hein. C'est comme si ça ramenait tout ce qui est suggéré en profondeur vers la surface. Hein. Alors, ce n'est pas pour rien donc, que ce rideau un peu ambivalent, un peu difficile à situer, se trouve dans le haut de la composition. Hein. C'est comme s'il voulait encore là tout ramener dans le même plan pour affirmer la surface. Mais alors, si vous faites ça dans une composition qui comporte plusieurs éléments en profondeur, vous avez choisi une solution qu'on appelle l'étagement. Hein. De quoi s'agit-il à propos de l'étagement? En fait, disons, si je représente, disons, une série de lignes de base comme ça, j'allais faire presque comme un dessin d'enfant. Les enfants font ça souvent. Si vous voulez, quand ils vont représenter une locomotive, ils vont vous faire toute une série de wagons comme ça sur des lignes de base superposées, se suivant. Enfin, bon, voilà mon chef-d'œuvre. Vous voyez, autrement dit, on aurait plusieurs lignes de base comme ça, une par-dessus l'autre. On étage le dessin. Et là, vous auriez donc la locomotive puis les trains qui se continuent d'un étage à l'autre. Hein. C'est un système, on va dire, un peu primitif de représenter l'espace, mais surtout, c'est un système qui contourne le problème de la perspective. Au lieu de représenter les choses en profondeur, vous les représentez en étagement. Hein. C'est un système que, disons, Cézanne emploie à l'occasion. Hein. Même dans cette belle nature morte qui est derrière moi là, depuis le début, vous allez le retrouver, ce système d'étagement, parce que là aussi, le champ de profondeur est très, très grand. Il y a beaucoup de choses qui se passent, disons, dans l'arrière-plan du tableau. Hein. Vous avez, bon, il y a des meubles, il y a toute cette partie-là ici, il y a la limite entre le plancher et le mur, etc. Alors, comme il y a beaucoup d'événements en profondeur, là aussi, d'une certaine façon, Cézanne recourt au subterfuge, enfin, de l'étagement. Par exemple, comment situer dans l'espace le panier qui est ici? Il est vraiment comme suspendu dans l'espace. Il n'est presque pas posé sur la table, à peine un peu sur le coin de la table qui se poursuit ici, vous voyez. Alors donc, on a vraiment l'impression qu'il est suspendu. En réalité, il n'est pas suspendu dans l'espace, il est étagé au-dessus du motif qui est ici en bas. Hein. Alors, et en plus, on pourrait dire, ça continue, cet étagement, les choses qui sont dans le haut de la composition sont également au-dessus de ce qui était donné. Hein. Alors, c'est une façon, là encore, de réduire l'espace, de réduire le champ de profondeur. Remarquez encore, comme ici, je ne sais pas si ça vous a frappé depuis tout à l'heure que j'en parle, de ces dissociations de rebord de table. Si je suis avec mon doigt ce rebord de table ici, vous allez vous apercevoir qu'ils ne coïncident pas du tout avec l'autre. Et la même chose ici, si je repars dans ce sens-là, ils sont vraiment dissociés l'un de l'autre avec une très bonne distance. Hein. C'est comme si vraiment Cézanne avait traité ce coin-là avec une certaine attention. D'ailleurs, même la dimension des fruits et des objets est assez petite, si on veut. Puis ensuite, il avait traité l'autre coin comme beaucoup plus près de lui, avec une énorme poire ici, qui est une tache verte importante, qui recompose la composition. Hein. Finalement, il prend beaucoup de liberté avec son motif, mais il faut y faire attention, il faut le regarder un peu attentivement pour être capable finalement de voir toutes ces subtilités. Elle tourne constamment autour des mêmes problèmes, à savoir ceux de l'affirmation d'une surface picturale. Hein. Je vous disais, pour Seurat, l'élément essentiel de la peinture, c'est la tache. Pour Cézanne, vous comprenez maintenant que c'est de plus en plus, c'est la surface picturale. C'est ça qui va être l'élément essentiel. Et cette décision de Cézanne a une immense influence sur la suite de l'art contemporain, enfin de la peinture contemporaine. Vous allez voir, cette affirmation de la surface va revenir plusieurs fois dans la suite. Bon. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est très bien pour les natures mortes. Au fond, la nature morte, c'est un bon champ d'exploration de ce genre de phénomène parce que, au fond, les pommes, les oignons, tout ça ne bouge pas. Ils sont là, ils sont donnés simplement comme objet de notre contemplation. Qu'est-ce que Cézanne va faire s'il traite maintenant, par exemple, le portrait? Hein? Le portrait, évidemment, ça pose tout autre problème qu'une nature morte parce que là, c'est beaucoup plus difficile de lire en deux dimensions un personnage qui est donné. Alors, comment va-t-il indexer, ou c'est-à-dire donc pointer du doigt la surface quand il va traiter un portrait? Alors, il y a plusieurs portraits de Cézanne. Celui que j'ai choisi, la femme à la cafetière, que je voulais vous montrer, c'est un portrait, on croit que c'est sa bonne. Hein? Bon, là, dès qu'on le voit, on se rend bien compte que Cézanne n'a pas fait une étude psychologique poussée du personnage. Elle a l'air même, d'ailleurs, j'allais dire, de s'ennuyer royalement de cette séance de pause. Elle met ses grosses mains comme ça devant elle, elle ne sait pas trop quoi faire avec. Elle a l'air de dire s'il peut finir son tableau. Et on sait que Cézanne prenait énormément de temps, enfin, faisait beaucoup
de reprises et de retouches, etc. Et donc, on pourrait dire presque l'ennui se dépeint sur son visage. Donc, l'intention de Cézanne, c'est certainement pas de faire une étude psychologique, ni non plus une étude sociologique afin de je sais pas quoi, la situation des bonnes de peintres en Provence à son époque. On sent que ça, c'est très, très loin de ses préoccupations. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on lui prête ce mot qu'il avait dit à sa femme, enfin, qui posait pour lui, ne bougez pas plus qu'une pomme. Hein? C'est-à-dire, donc, s'il y a quelqu'un qui a réduit la femme à un objet, c'est bien Cézanne. Il le peint vraiment comme on peint une pomme, c'est-à-dire avec simplement parce que ça posait les mêmes problèmes. D'ailleurs, dans le tableau lui-même, il y a une suggestion très forte de ça. Si vous comparez la forme de la femme à la cafetière, enfin de la bonne de Cézanne, à la forme de la cafetière elle-même qui est à côté, vous allez voir qu'elle est construite de la même façon. C'est-à-dire que la cafetière a deux sections, et ce qui correspond à la section médiane de la cafetière, c'est comme la ceinture aussi de la bonne. Et en plus, en fait, l'espèce de bec qui est avant semble coïncider avec le pli de sa jupe aussi. Hein? D'ailleurs, même, je pense qu'on pourrait dire la même chose de la tasse, qui a exactement la même forme que la figure de la bonne. Alors, donc, tous ces rapports formels ont l'air de signifier, enfin, la femme est comme une cafetière et elle est comme une tasse. Elle a à peu près les mêmes formes et donc, elle est un peu conçue comme un objet également. Alors, le problème, donc, de Cézanne, après avoir, j'allais dire, presque réifié son sujet, enfin, à faire d'un portrait, évidemment, la représentation simplement d'un objet, ça va être comment, dans ces conditions-là, tenter de le présenter, j'allais dire, en respectant la surface picturale. Hein. Première chose, alors, il va créer des zones d'ambiguïté, par exemple, dans la jupe. Si par un jeu qu'on peut faire évidemment avec les caméras, et que vous pourriez faire vous à la main si on veut, vous faites tantôt disparaître le genou gauche ou le genou droit. Vous allez voir, tantôt on a l'impression que la femme est assise ou tantôt elle est debout, hein, selon la variation de ce point de vue. Concrètement, pour vous, avec une reproduction, vous cachez avec votre main, disons, le genou gauche ou le genou droit et vous lisez l'image à ce moment-là et vous vous rendez compte justement qu'il joue sur deux lectures possibles, sur une espèce d'ambiguïté. Si la femme est debout, elle est parallèle au fond du tableau et elle est davantage dans un espace beaucoup plus concis, beaucoup plus rapproché d'un espace bidimensionnel. Si elle est assise, elle prend plus de volume et elle occupe plus d'espace et donc, d'une certaine façon, elle serait davantage dans un monde tridimensionnel. Hein? Mais justement, de façon très caractéristique, Cézanne joue entre les deux. Enfin, il prend une position ambiguë ou ambivalente dans laquelle on affirme à la fois le volume et ensuite on rappelle qu'on est sur une surface. Hein? Même chose si, par l'imagination, vous faites abstraction sur la petite table qui est à côté d'elle, de la cafetière et de la tasse qui est là. Vous allez voir, l'effet de rabattement de la table est très, très fort. La table paraît tellement rabattue qu'on pourrait presque penser qu'elle est comme repliée et appuyée sur le mur du fond. Elle a l'air vraiment, à ce moment-là, verticale, comme dans le plan du tableau. Hein. Ce n'est que la présence des objets sur la table qui nous permettent de la lire vraiment un peu comme en perspective. Hein. C'est une autre façon, là aussi, de suggérer la surface. Et finalement, j'allais dire, la distance réelle de la femme à la cafetière par rapport au fond où elle est située est très difficile à établir. Hein. Est-elle appuyée sur la porte qui est au fond ou au contraire, est-elle à une bonne distance de cette porte? C'est difficile à dire. Si vous suivez, par exemple, les motifs de tapisserie qui sont près d'elle, vous allez voir qu'on en a presque un motif de rose tout à fait en bas là, de la composition et qui pourrait faire, à la rigueur, penser, là encore, à un motif de tapis. Et donc, là, vous verriez la femme comme très détachée du mur. Ou au contraire, si vous voyez ça comme la suite de la tapisserie du mur, vous la voyez, au contraire, presque appuyée sur la porte du fond. Hein. Là encore, l'espace est réduit et comme écrasé dans le plan, de manière toujours à suggérer cette surface picturale. Hein. Autant de moyens d'arriver à une suggestion de la surface picturale chez Cézanne. Hein. C'est pas tout de dire que pour lui, c'était vraiment l'essentiel de la peinture. Ce qui est important de voir, c'est comment il l'a fait. Comment il l'a, au fond, critiquement intégré dans le tableau. Hein. Je vous disais qu'avec l'époque moderne, les tableaux intègrent une dimension critique. Là, vous le voyez. Vous voyez qu'il y a toute une réflexion ensemble sur la nature même de la peinture qui est intégrée comme ça dans le tableau. Mais vous allez me dire, oui, quand Cézanne peint sa bonne, il n'y a pas trop d'émotion d'engager avec le sujet. Il est neutre. Mais qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, il se met à peindre sa femme, hein, quelqu'un avec lequel il était
plus émotionnellement liés. À vrai dire, on ne sent pas beaucoup de différence. Cézanne a peint probablement jusqu'à 27 portraits de sa femme et très souvent, elle a un air ennuyé, elle n'a pas l'air beaucoup plus intéressée à ses séances de pose que sa bonne dans La femme à la cafetière. Ici, par exemple, le visage nous échappe un peu, la pose non plus révèle rien. Et on a l'impression surtout que les préoccupations principales de Cézanne dans ce tableau sont d'un tout autre ordre. Hein. Si vous commencez à remarquer la multiplication des verticales, enfin la fameuse jeu praillé justement, mais aussi qu'on retrouve un peu partout dans l'ensemble de la composition, d'une part, puis aussi, alors qu'ils sont coupés à angle droit par toute une autre série d'horizontales, si vous commencez à remarquer ensemble ce qui structure ce tableau, on voit apparaître une espèce de grille. Hein. Et la grille, évidemment, c'est un motif, encore là, bidimensionnel par excellence. Hein. C'est une façon de vraiment affirmer une surface, puisque vous avez une série de verticales, une série d'horizontales qui font écho, d'une certaine façon, à, j'allais dire, à la surface orthogonale comme telle, c'est-à-dire au fait que c'est une surface rectangulaire qui est faite aussi avec des horizontales et des verticales. Hein. Et la grille, là, qu'on voit apparaître ici pour la première fois dans un tableau moderne, va devenir un système de composition très fréquent, même chez des peintres tout à fait abstraits, comme Mondrian, par exemple, ou d'autres, qui vont utiliser aussi cette fameuse grille. Hein. Alors là, on la voit apparaître dans un portrait. Autrement dit, encore une fois, ce qui intéresse Cézanne, c'est ce qui peut structurer son tableau en fonction de cette affirmation de la surface. Troisième genre pictural exploré par Cézanne, le paysage. Hein. Et tout le monde connaît évidemment les fameux paysages de Cézanne consacrés au mont Saint-Victoire. En fait, c'est une montagne qu'il a visitée souvent, qu'il a peint. D'ailleurs, d'une façon souvent beaucoup plus réaliste qu'on pourrait penser à première vue, parce que quand on compare avec des photographies du mont Saint-Victoire, on est assez frappé de la fidélité de Cézanne à son motif. Hein. Mais là encore, alors là, évidemment, le paysage, c'est par excellence la représentation d'un espace profond. Hein. Dans celui-ci, dans cette représentation, il y a un petit motif sur lequel, qui est difficile à lire peut-être, puis sur lequel je voulais attirer votre attention, qui est tout à fait dans le bas du tableau et qui représente une petite maison, comme ça, qui est au premier plan. Et elle est tellement entourée de feuillages, etc., qu'elle est difficile à lire. On n'arrive pas bien à voir comment elle est orientée. Et en réalité, on pourrait la lire de deux façons, selon que vous la regardez dans un angle ou dans l'autre. Un petit peu, comme vous savez, cette illusion d'optique qu'on appelle le cube de Necker, hein, du nom de celui qui, au 19e siècle, Necker, je pense que c'était un psychologue suisse qui avait remarqué cet effet-là. Un peu comme dans le cube de Necker, que vous pouvez arriver à lire de deux façons selon que vous les regardez. D'ailleurs, ces deux lectures sont assez curieuses puisque elles ne peuvent pas être données en même temps. Vous passez d'une lecture à l'autre et vous revenez à la première comme ça constamment, mais vous ne pouvez pas voir les deux lectures à la fois. C'est-à-dire que le cube vous paraît parfois ouvert vers vous ou parfois, au contraire, ouvert dans l'autre direction. Hein. Alors, la petite maison dans le tableau de Cézanne est un peu située avec la même type d'ambiguïté. On peut la lire dans les deux sens et, au fond, elle introduit à l'espace du tableau. On peut la lire ou alors comme tournant vers nous et donc amenant tout l'espace en profondeur qui est représenté dans le tableau vers nous, ou au contraire, s'en allant dans l'autre direction et nous entraînant dans cet espace. Alors donc, c'est presque, j'allais dire, cette petite maison comme l'enclencheur à l'intérieur du tableau. Ensuite, alors l'autre élément qui est important à voir, c'est ce grand pin qui se lève au milieu de l'espace et de suivre également les branches qui vont chercher, j'allais dire, le fond du tableau. Parce qu'à travers les branches, on voit des morceaux de ciel ou des morceaux de plaine qui est derrière. Et évidemment, ces morceaux sont comme encerclés par les branches et sont comme ramenés en surface dans le plan du tableau. Hein. Alors là aussi, d'une façon intéressante, enfin, Cézanne construit un espace en profondeur, qui est celui donc d'un paysage, mais en même temps affirme d'une façon, avec d'autres moyens, si on veut, le côté plus bidimensionnel du tableau. Enfin, je le répète de plusieurs façons, mais ce qui est intéressant toujours de voir, c'est toutes les stratégies employées par Cézanne pour arriver à ces mêmes effets. Le dernier grand tableau sur lequel Cézanne aurait travaillé à la fin de sa vie, et qui était comme sa dernière ambition, c'est les fameuses baigneuses. Hein.
Les baigneuses, c'était un thème qu'on a déjà vu. Enfin, je vous le signalais dès le début de ces émissions à propos de Manet, à propos du déjeuner sur l'herbe. Je vous disais que c'était un thème bien établi au 19e siècle. Et donc là, Cézanne, on pourrait dire, se situe dans cette tradition-là. C'était un thème qui pouvait porter à une interprétation un peu mythologique, en se dire, ben ma foi, voici des nymphes dans une forêt ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas de Cézanne, ça n'a vraiment pas de rapport. On a l'impression plutôt qu'il est en train de nous montrer simplement des femmes, j'allais dire, qui sont presque d'allure un peu sportive, et donc il ne faut pas penser beaucoup à des nymphes, mais qui sont comme intégrées dans une grande composition triangulaire. Hein. Cézanne aurait dit que son ambition, c'était de faire des poussins, c'est-à-dire Nicolas Poussin, enfin ce fameux grand peintre classique, à la manière de la nature, enfin en suivant la nature, mais en donnant la même rigueur de composition que Poussin avait donné à ses représentations. Alors là, c'est un peu ça qu'on le voit faire, c'est-à-dire avec un thème un peu usé, en fait celui des baigneuses, en les situant comme ça dans ce grand triangle de composition, Cézanne se retrouvait à les affirmer comme ça dans une composition d'ensemble presque classique d'une certaine façon. Hein. Alors, cette exploration de Cézanne, et comme de Seurat d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, va avoir, comme je vous disais, une immense influence sur le développement de la peinture mondiale. Hein, parce que ce qui va arriver, c'est que les choses qu'ils ont entrevues, c'est-à-dire cette essence même de la peinture, va être développée tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Seurat va avoir ses disciples, et je vais essayer de vous présenter justement Matisse la prochaine fois comme quelqu'un qui aurait compris cette intuition importante de Seurat, que l'élément essentiel de la peinture, c'est la tâche. Et par ailleurs, Cézanne aussi aura ses disciples, c'est-à-dire en particulier les peintres cubistes, qui vont travailler eux aussi sur l'affirmation de la surface, sur une destruction de l'espace. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.